Du réchauffement climatique, l'érosion et l'élévation du niveau de la mer menacent les outre-mer. Parallèlement, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient d'ores et déjà. Ouragans, sécheresses critiques et inondations dramatiques constituent une nouvelle donne pour de nombreux habitants ultramarins. Dès lors, comment adapter les économies locales, les réseaux routiers et énergétiques, les habitations? C'est Mathilde Gardin, journaliste au Point, qui va animer cet échange. Je vous rappelle cet échange au terme duquel vous pourrez vous poser vos questions en les envoyant au 07 67 67 29 56. On les abordera à la toute fin de cette session. C'est à vous, Mathilde. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence et merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour évoquer les Outre-mer face au réchauffement climatique, donc on ne parle pas de demain, on parle déjà d'aujourd'hui. Et alors, nous avons à nos côtés donc Virginie Duvat, bonjour, vous êtes géographe. Bonjour. Professeure de géographie donc à l'Université de La Rochelle, au sein du laboratoire Lien. Et vous êtes également co-autrice principale des 5e et 6e rapports du groupe 2 du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et vous êtes spécialiste des systèmes côtiers des îles tropicales et des systèmes d'adaptation. Et vous avez habité une dizaine d'années à La Réunion. Nous avons également avec nous Maïna Sage, bonjour. Donc vous êtes députée de Polynésie française, membre du groupe Agir. Vous avez énormément travaillé sur ces questions également et vous avez été membre de la délégation française au COP depuis 2015 et vous étiez notamment à la COP 26 à Glasgow l'année dernière. Et nous avons également la chance d'avoir à distance Monsieur Jean Jouzel. Donc faut-il le présenter? Jean Jouzel, climatologue mondialement reconnu et multi-récompensé également. Donc on peut citer, vous avez eu la médaille d'or du CNRS. Vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC et à ce titre co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2007. Voilà, donc merci à tous. Alors je vais commencer peut-être par une petite question qui s'adresse à vous trois. Peut-être que vous pouvez répondre en quelques mots. Est-ce que vous avez vu le film Don't Look Up? Donc je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui a énormément de succès sur Netflix et qui dénonce l'inertie face au réchauffement climatique et qui, dans ce film, avec sa brochette de stars, le réchauffement climatique, enfin la catastrophe, prend la forme d'un astéroïde qui fonce sur la Terre et qui dénonce, donc tout le monde en prend pour son grade, journalistes, politiques, société civile, mais aussi scientifiques. Donc voilà, donc très rapidement, peut-être Monsieur Jean Jouzel, est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, bonjour. Oui, en fait, le lien avec le... Bonjour à tous et à toutes, un merci au Point de l'organisation de ce débat. Le lien avec le réchauffement climatique n'est pas si direct que cela, puisqu'il s'agit de l'impact d'une comète. C'est plus à travers Leonardo DiCaprio que ce lien se fait. Mais bien sûr, il y a beaucoup de parallélismes à faire avec la crise climatique, mais même si celle-ci est plus sournoise, mais les rapports avec les médias, le climato-scepticisme, le scepticisme dans ce cas-là, les liens avec les politiques sont extrêmement bien décrits et nous rappellent, je crois, beaucoup de ce que nous vivons au sein de notre communauté scientifique. C'est bien sûr un excellent film, même s'il est trop tourné vers les États-Unis. On a une crise mondiale et on dirait dans ce film que seuls les États-Unis existent sur cette planète et ça, c'est un peu regrettable. Cette solidarité internationale n'est pas au rendez-vous du film. Et vous, peut-être, Maïna Sage, vous avez vu Don't Look Up? Oui, je viens de le voir et je profite d'abord pour saluer tout le monde, vous remercier de cet atelier et saluer Jean Jouzel qui est avec nous, qui nous fait l'honneur d'être présent à cet atelier. Bien évidemment qu'il y a un parallèle à effectuer sur la façon dont la société appréhende aussi l'enjeu du changement climatique. Et je note, pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, aussi, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'inéquité d'accès aux solutions. Et ça, c'est aussi très intéressant, la façon dont on crédibilise, je dirais, les prévisions
qui sont faites. La façon dont la société les perçoit, il les reçoit, il les conteste. Et puis, bien sûr, comment on construit ensemble des solutions. On voit bien que la division, finalement, fait l'échec. Bon, je ne vais pas non plus trop spoiler le film, mais moi, j'ai été très, très marquée par ça, sur le fait qu'à la fin, tout le monde n'a pas accès aux mêmes solutions. Et donc, en tout cas, moi, je fais le parallèle avec aussi la question du changement climatique et ce que nous vivons d'ores et déjà. Tout à fait. Et Virginie Duvat, un petit mot sur Don't Look Up ? Bah écoutez, oui, il sera court, puisque je vous avoue que je ne l'ai pas encore vu. Donc, de ce que j'entends, je comprends que ça vaut le coup, effectivement, de le voir. Merci. Alors, on va peut-être commencer par évoquer rapidement, les conséquences du réchauffement climatique dans les territoires ultramarins, donc, qui sont déjà extrêmement visibles. Est-ce que, par exemple, Jean Jouzel, est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont ces conséquences aujourd'hui? Parce qu'en métropole, quand on pense au réchauffement climatique, spontanément, on va peut-être penser surtout aux vagues de chaleur. Dans les territoires ultramarins, les conséquences du réchauffement climatique, elles sont beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus visibles. Oui, bonjour. Donc, dans les régions côtières en général, peut-être, et bien sûr, ça vaut pour les territoires ultramarins, enfin, les régions côtières des territoires ultramarins. Évidemment, on pense immédiatement à l'élévation du niveau de la mer, et Virginie en parlera beaucoup mieux que moi. Mais ce qui a été évoqué, disons, justement dans la présentation de notre débat, les risques d'événements extrêmes sont bien au rendez-vous. Donc, qu'il s'agisse, les vagues de chaleur peuvent être un problème, mais elles sont plutôt généralement, disons, amorties par la présence de l'océan. On parle bien des régions côtières. Mais voilà, par exemple, dans ces régions côtières, il y a aussi des problèmes liés à la salinisation des sols, donc avec de pertes de productivité agricole. Le vrai problème de ces régions côtières, ça vaut pour certains territoires ultramarins, c'est leur attractivité. Bien sûr, l'afflux des populations, on parlera des villes. Il y a ces risques, évidemment, de cyclones qui sont bien là. Alors, évidemment, les tsunamis ont une autre origine, mais sont un véritable risque aussi. Ce n'est pas du tout une origine liée au climat cette fois-ci, mais liée à la vie de la Terre elle-même. Je pense qu'on a un petit problème. Donc peut-être que Virginie Duvat, vous pouvez continuer là-dessus. Et notamment, on dit que les territoires ultramarins sont climato-sensibles. Qu'est-ce que c'est un territoire climato-sensible? Alors, comme les déserts ou l'Arctique, les petites îles tropicales et donc la majorité de nos outre-mer sont effectivement des territoires climato-sensibles, c'est-à-dire des territoires qui sont à la fois plus exposés et plus vulnérables aux impacts du changement climatique que des territoires comme les territoires continentaux. Alors ça tient principalement à 3 facteurs. Le premier est que pour la plupart ces territoires sont de très petites dimensions, ce qui fait que lorsqu'une pression climatique se manifeste, prenons un cyclone ou une vague de chaleur marine par exemple, elle les affecte en général sur l'intégralité de leur surface ou sur la totalité de leur pourtour, ce qui crée une situation de crise totale. C'est une situation qu'on a par exemple pu observer à Saint-Martin suite au cyclone de 2017. Donc on est typiquement sur des territoires qui ont des réserves spatiales et des réserves de ressources qui sont extrêmement restreintes, ce qui nuit bien sûr à leur capacité à amortir les crises climatiques aiguës. La deuxième cause de leur climato-sensibilité, c'est le fait qu'à l'exception de la Guyane, on a affaire à des territoires insulaires et qui sont par là même très fortement exposés aux pressions océaniques liées à l'élévation du niveau de la mer, au réchauffement et à l'acidification des océans et à l'intensification des vagues de tempête. Troisième et dernier facteur contributeur à cette forte climato-sensibilité, c'est le fait qu'on a ici des territoires dont les modes de vie et l'économie sont très fortement dépendants des écosystèmes marins et côtiers. Je pense bien sûr aux récifs coralliens, aux mangroves, aux herbiers marins, aux systèmes côtiers végétalisés. Ces systèmes côtiers amortissent les vagues de tempête, réduisant leur énergie de 30 à 90% et sont donc vitaux
pour réduire le risque d'endommagement sur ces territoires. On sait que par ailleurs, ces écosystèmes ont, pour ce qui concerne les mangroves, les herbiers, les systèmes côtiers, la capacité de s'exaucer en piégeant des sédiments, c'est-à-dire de compenser par leur croissance verticale l'élévation du niveau de la mer et donc d'annuler ou de réduire considérablement leurs effets sur les côtes quand ils sont bien sûr en bon état de santé. Donc quand on place au cœur finalement de la vie de ces territoires, et c'est pareil pour l'économie, les grands secteurs d'activité économique sont dépendants du climat et des écosystèmes. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme. On prend effectivement toute la mesure des impacts considérables qu'aura le changement climatique qui engendre une dégradation de l'état de santé de ces écosystèmes sur ces territoires. Voilà donc les trois grandes raisons qui les rendent fortement climato-sensibles. Donc on voit exactement, on voit que c'est vraiment global. Sur tous les... Est-ce que c'est aussi le cas de la Polynésie française, Maïna Sage? Est-ce qu'on est climato-sensible, c'est ça? Moi, je pense que naturellement, dans les Outre-mer, cette vulnérabilité en fait, aux aléas fait qu'il y a déjà une sensibilité particulière. Mais l'aggravation aussi de la situation à cause du changement climatique fait qu'il y a une prise de conscience comme partout. Maintenant, comme Virginie Duval le rappelait, si vous voulez, je pense la grande différence, c'est que lorsqu'on subit un aléa climatique, c'est vraiment tout le territoire qui est touché. Alors, imaginez un événement climatique qui paralyse 90% de l'Hexagone. Essayez de vous projeter aussi sur ce que ça pourrait demain enclencher aussi dans les prises de conscience au niveau de l'Hexagone. C'est sûr que lorsque tout le territoire est paralysé par un cyclone ou des épisodes de pluie extrêmement forte comme on vient de le vivre encore en Polynésie, forcément il y a un niveau d'alerte qui est peut-être plus important qu'ailleurs. Et puis enfin, je veux quand même rappeler que ce sont des tout petits territoires, à part la Guyane. Enfin, en tout cas, les espaces terrestres sont très petits. Donc, la conjugaison à la fois de l'aggravation des risques et à la fois l'isolement de ces territoires et la petite taille de ces territoires fait, je pense, que leur capacité d'absorption de ces chocs climatiques sont quand même plus faibles qu'ailleurs. D'autant que leurs économies sont souvent liées aussi à la qualité de leur environnement naturel. Donc tout ça combiné fait qu'il y a quand même une sensibilité très forte et de plus en plus forte, je pense, à cette situation de changement climatique. Jean Jouzel, vous nous entendez? Vous êtes... Oui, très bien. Et donc juste pour rebondir, lors de la COP26, on se souvient tous de cette image très forte du ministre des Affaires étrangères de Tuvalu qui avait donné une conférence de presse les pieds dans l'eau, donc pour alerter sur la situation de l'archipel. Quelles sont les prévisions des climatologues donc par exemple pour l'élévation du niveau de la mer? Donc on sait que le changement climatique est global et généralisé, mais qui touche plus gravement certains territoires. Oui, d'abord peut-être rappeler que cette élévation du niveau de la mer est due à la fois au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et puis depuis une trentaine d'années, enfin à la fonte des glaciers continentaux, et depuis une trentaine d'années, à une contribution de plus en plus importante des calottes glaciaires, alors, du Groenland, mais aussi de l'Antarctique. Nous en sommes le rythme d'élévation du niveau de la mer a pratiquement doublé depuis le XXe siècle. Nous en sommes actuellement à 4 mm par an, donc avec on prendra de façon très claire une dizaine de centimètres supplémentaires d'ici 2050, peut-être plus, entre 10 et 15 centimètres supplémentaires, et puis je dirais pour l'après 2050, l'élévation du niveau de la mer dépend largement du scénario d'émissions de gaz à effet de serre vers lequel nous nous orientons. Mais même dans une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, on n'échappera pas à des élévations du niveau de la mer au moins de 50 cm à la fin du siècle. Et il y a aussi les caractéristiques régionales bien sûr de l'élévation du niveau de la mer, que Virginie évoquera mieux que moi, mais
Les régions ne sont pas toutes égales. Après, il faut aller regarder de façon, je dirais, très locale les conséquences de l'élévation du niveau de la mer. Il y a aussi ces conséquences que j'ai rapidement évoquées sur la salinisation des régions côtières. Ça les rend effectivement extrêmement fragiles avec une perte de productivité non négligeable. Et le problème pour moi de l'élévation du niveau de la mer, c'est à plus long terme. Bien sûr, à échéance de quelques siècles, eh bien, c'est la perte du Groenland. Si on dépasse 2 à 3 degrés, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. On parle bien d'une échelle séculaire, mais le problème, c'est que c'est maintenant que nous en décidons. C'est-à-dire vraiment les émissions des 3 prochaines décennies vont décider de l'élévation du niveau de la mer à échéance de quelques siècles et donc finalement du devenir à long terme de ces petites îles. Donc c'est bien ça, et elles font déjà face à des problèmes cruciaux, ces petites îles, en termes d'élévation du niveau de la mer, en termes d'acidification. Disons que le rapport du GIEC 1,5 degré nous dit clairement qu'au-delà de 2 degrés, eh bien, pratiquement tous les récifs coralliens seront affectés. On n'en est pas loin, c'est ça le problème. Donc, en termes d'événements climatiques extrêmes, c'est déjà aujourd'hui. En termes d'élévation du niveau de la mer, ça va évidemment se mettre en place progressivement, mais avec des risques majeurs pour les régions côtières très fragiles de nos territoires ultramarins. Et notamment, donc, comme vous le disiez, Virginie Duvat, ces populations locales sont très vulnérables parce qu'elles habitent beaucoup sur les régions côtières, donc elles sont directement menacées. Alors, on est effectivement face aux 3 grands risques côtiers que je voudrais quand même rappeler. Jean mentionnait l'emprise de ce problème qu'est l'élévation du niveau de la mer. Je voudrais d'abord rappeler que sous l'effet cumulé finalement de l'élévation du niveau de la mer, du réchauffement et de l'acidification des océans, de l'intensification des vagues de tempête, intensification des cyclones les plus intenses, ceux de catégorie 4 et 5, qui peuvent générer des vents soufflant en rafale à plus de 360 km/h et des vagues de 8 à 9 mètres à la côte. Donc rappeler la combinaison de ces pressions climatiques qui ensemble génèrent non seulement de l'érosion, mais aussi de la submersion. Au-delà des submersions de tempêtes, la submersion graduelle mais définitive des espaces côtiers les plus bas. C'est très problématique d'une part dans les atolls des Tuamotu en Polynésie, qui ont des altitudes d'1,50 m sur la côte lagonaire, mais pas seulement, également dans des territoires constitués d'îles hautes. Je pense à la Guadeloupe, la zone de Pointe-à-Pitre, Jarry, le Rézet, qui concentre la majeure partie de la population, des infrastructures critiques, donc ports, aéroports, routes, qui concentre également la majeure partie des activités industrielles, commerciales du territoire, est une zone qui, pour une grande partie de sa superficie, est située à moins de 80 cm d'altitude, ce qui fait que, en plus des submersions de tempêtes qui sont ravageuses, on s'attend à ce que ce territoire soit submergé de manière chronique, répétée, à partir de 2030. 2030, c'est demain. Et des submersions qui pourront atteindre jusqu'à 180 jours par an à partir de 2060. Alors effectivement, dans ces territoires, on observe finalement une très forte concentration de la population, des infrastructures, des systèmes de production dans les zones côtières basses. Et ces territoires ont connu finalement ce phénomène de littoralisation de manière beaucoup plus brutale que l'Hexagone et de manière décalée dans le temps, globalement entre les années 60 et les années 90. Si on prend le cas de la Réunion, par exemple, entre les années 50 et les années 90, on observe un triplement de la surface bâtie située dans la bande côtière des 100 mètres. Si on pense à Saint-Martin, qui a déjà été cité tout à l'heure, c'est un territoire qui était rural, très peu littoralisé finalement jusqu'aux années 80-90, et il a suffi de l'adoption de la loi Ponce, loi de défiscalisation en 1986, pour qu'on observe un boom touristique sans précédent qui a causé une immigration de travail massive en provenance de l'extérieur. Et on s'est donc retrouvé à Saint-Martin avec, en l'espace de 8 ans, une multiplication par 3,5 de la population.
Cette population s'est implantée en zone côtière. C'est aussi là qu'on a implanté effectivement les hôtels. Et c'est comme ça qu'on a assisté finalement à l'urbanisation extrêmement brutale des cordons sableux situés à moins de 3 mètres d'altitude et qui sont précisément ceux qui subissent une dévastation absolument considérable à chaque cyclone. C'est ce qu'on a observé en 95, à nouveau en 99 et puis en 2017. Alors dans ces territoires, face à cette pression démographique et économique, finalement, ce qui s'est passé, c'est que les politiques de préservation de l'environnement littoral et de réduction des risques côtiers ont accusé un retard important, si bien qu'elles n'ont pas permis finalement de contenir cette littoralisation qui expose des enjeux humains cruciaux aux impacts du changement climatique et qui est une grande partie finalement de l'équation extrêmement complexe qu'on a à résoudre aujourd'hui. Peut-être Maïna Sage, vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? J'abonde dans le sens de Virginie Duvat. Je pense que ce sont des territoires qui ont été extrêmement attractifs aussi pendant ces dernières décennies. Il y a eu une urbanisation forcément en zone littorale parce qu'on est sur des reliefs, on n'est pas en zone continentale. Il faut bien voir que les espaces constructibles, ils sont essentiellement en zone littorale. Donc c'est vrai que globalement, dans la plupart de ces territoires, il y a même eu les mêmes phénomènes de poldérisation qu'on a vécu dans certains siècles dans l'Hexagone. Pareillement, on a remblayé sur la mer, en zone côtière. On observe ça aussi en Polynésie. Bon, maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, face à ces nouveaux enjeux et puis une amélioration de la connaissance, il y a une prise de conscience. Et on essaie de la transposer dans les lois locales d'urbanisme, d'aménagement, pour essayer d'intégrer aussi la question de l'aléa. Ça a été aussi le cas, par exemple, en Polynésie. Mais c'est vrai que globalement, dans ces territoires, c'est souvent en réaction aux événements qu'on a vécus. Là, il vient d'y avoir Irma, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi qui est très forte aujourd'hui dans les Antilles, parce qu'on se souvient des impacts. En Polynésie, c'était dans les années 80, on a vécu une série pendant presque 2 ans, on a eu cyclone sur cyclone, et c'est vrai qu'après ça, la Polynésie a aussi développé des techniques de reconstruction, notamment pour les îles isolées. Pareil, en 97, on a eu toute une série d'inondations et des glissements de terrain qui ont été meurtriers. De là aussi est née la volonté du gouvernement polynésien de mieux connaître les risques. Donc il y a eu un long travail avec le BRGM d'ailleurs qui a duré plusieurs années pour arriver à cartographier tous les aléas connus. Pour ensuite pouvoir les transposer. Et là, on voit la difficulté. Ensuite, il faut passer à l'application, finalement, de cette connaissance sur le terrain. C'est peut-être aussi tout l'enjeu de l'adaptation, qui est l'autre pilier de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a l'atténuation d'un côté et évidemment l'adaptation sur laquelle on est peut-être encore plus en retard, puisque pour l'atténuation, donc la France s'est dotée d'une stratégie nationale bas carbone et on n'a pas encore de plan d'adaptation adapté aux enjeux locaux. Et c'est peut-être Monsieur Jouzel. Donc voilà, l'enjeu de l'adaptation, c'est aussi de rendre ces territoires plus résilients. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des délocalisations d'habitations, comme ça a été le cas, ils ont commencé, je crois, aux îles Fidji, à délocaliser certains villages. Est-ce que c'est des choses qu'il faut commencer à prévoir ? Donc d'abord, pour le plan d'adaptation, nous en sommes quand même au 2e plan d'adaptation, le PNAC 2, donc... il y a un plan d'adaptation, mais le problème, c'est de le décliner effectivement à l'échelle, je dirais, locale, régionale. C'est comme cela que doivent se décliner les plans d'adaptation. Pour ce qui concerne, mais Maïna, je pense, ça je l'ai très bien dit, et Virginie, il y a des problèmes spécifiques aussi au territoire ultramarin français. Je pense que l'adaptation passe par une prise de conscience des risques. Voilà, et moi, une question que je me pose tout simplement, enfin, à la fois des risques liés au cyclone, donc vraiment un habitat plus solide. On voit bien qu'à Saint-Martin, ce n'était pas le cas, mais une question que je me pose, et peut-être Maïna c'est mieux que moi ou Virginie, est-ce que par exemple la reconstruction de Saint-Martin est faite de façon, disons, vraiment prenant compte de ces risques à la fois d'élévation du niveau de la mer, de risques liés à des cyclones. Est-ce qu'on est déjà
dans le concret, c'est ma crainte. Mais il faut absolument, effectivement, une vraie prise de conscience de risque et un plan d'adaptation développé à l'échelle, disons, très, très clairement, très volontariste de chaque territoire ultramarin français. Alors ça se met en route, mais voilà, c'est aussi souvent, on voit bien, il y a, disons, une compétition entre souvent les territoires qui restent disponibles pour reconstruire sont des territoires, enfin des endroits plutôt à risque. Et c'est là qu'il faut aussi avoir, je crois, la force de ne pas prendre trop de risques. Alors pour le déplacement des populations, oui, bien sûr, l'adaptation, le GIEC le dit, hein, disons, le mouvement des populations peut être une possibilité d'adaptation. Mais on voit bien aussi derrière ce déplacement possible de certaines populations, ou envisagé dans certains cas, le risque effectivement social, sociétal qui est là et qu'il ne faut pas négliger non plus. Ouais. Et Virginie Duvat, donc est-ce que vous, après le passage de l'ouragan Irma, est-ce que la reconstruction a pris en compte ces risques dont parlait Jean Jouzel? Alors, le passage de ces cyclones sur les îles des Antilles, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, a bien sûr stimulé la recherche scientifique et stimulé aussi la réflexion sur comment reconstruire. Et c'est finalement une question scientifique absolument cruciale pour nous de savoir, et c'est aussi une question sociétale bien sûr de première importance, de savoir si finalement un événement extrême constitue ou non une fenêtre d'opportunité pour accélérer le passage à des politiques d'adaptation ambitieuses. On aimerait bien en fait, on aimerait bien, mais la situation est tellement catastrophique après des événements comme cela que très souvent sont nécessaires des dispositifs soutenant une reconstruction rapide pour aider finalement les populations à sortir de la situation de crise multiple qu'elles connaissent. Et à Saint-Martin, de fait, la reconstruction, c'est pour cette raison-là, en partie faite à l'identique. On n'a pas forcément, quand on est en situation post-crise, la possibilité de prendre finalement un temps long pour penser une reconstruction différente. Il y a tout un tas de verrous, de barrières sur les territoires à cette révolution territoriale qui doit pourtant être engagée pour qu'on ait des territoires moins exposés et moins vulnérables au changement climatique. Oui, c'est donc l'urgence qui fait qu'on pense moins au temps long, peut-être. Tout à fait. Alors, ceci étant, l'urgence peut amener à prendre de bonnes décisions. Et on a de ce point de vue-là quelques priorités majeures dans l'immédiat pour les Outre-mer, qui sont d'une part de mieux protéger les populations, les systèmes de production, les infrastructures exposées. Ça peut passer par un renforcement de l'ingénierie côtière, construction de murs, de protection, de digues, de cordons d'enrochement, là où on a des enjeux très exposés. Et c'est un enjeu important outre-mer, où les systèmes de défense sont souvent moins performants que ce que c'est le cas dans l'Hexagone. On a une seconde urgence qu'on voit finalement être prise en charge, au moins partiellement après ces grands événements destructeurs, qui est de mieux protéger, de mieux gérer, de restaurer les écosystèmes côtiers au regard du rôle protecteur qui joue. Par exemple, à Saint-Barthélemy, il y a eu de grandes opérations de restauration de dunes qui ont été conduites. Et après, ce qui est très compliqué en permanence, c'est cette espèce de télescopage, si vous voulez, des temporalités, entre le temps court de l'urgence, post-événement ou traiter les problèmes immédiats, et le temps long, se préparer dès maintenant à ce qui va se passer dans la deuxième partie du siècle. Et Jean l'a évoqué, il va y avoir une priorité à placer sur la relocalisation dans des zones plus sûres, des enjeux qu'on ne pourra pas protéger efficacement avec les solutions d'aujourd'hui. Et donc vous parliez des digues, et effectivement c'est une des solutions. Aujourd'hui on peut construire des digues, mais ça peut être aussi une forme de maladaptation, parce qu'une digue peut ne pas être l'idéal, enfin, elle a aussi ses limites, et donc c'est aussi un enjeu à prendre en compte.
Tout à fait. Les ouvrages de défense lourds, tels que les digues, ont souvent pour effet d'accélérer la disparition des plages, ont pour effet, suivant leur conception et où ils sont implantés, de reporter l'érosion côtière sur les secteurs adjacents, et peuvent aussi, c'est un exemple du phénomène de vulnérabilisation qu'ils entraînent, créer un sentiment de sécurité chez les populations qui vivent à l'arrière de ces digues, dans la communauté des élus qui gèrent des communes protégées par des digues, et par là même réduire, par exemple, la capacité des populations à évacuer les quartiers pendant les épisodes extrêmes. Donc finalement, le gros enjeu en termes d'adaptation, c'est de choisir les bonnes combinaisons de solutions. Pour chacun des sites, l'adaptation, c'est vraiment quelque chose de local. Donc il y a vraiment cette priorité-là. Et puis la priorité aussi de concevoir des solutions évolutives, puisqu'au fur et à mesure que les risques vont augmenter, les solutions devront changer. Et donc, je vais poser une dernière question à Maïna Sage. Donc la France possède le deuxième territoire marin, avec plus de 12 millions de kilomètres carrés. Donc ça nous donne quand même une responsabilité particulière sur l'état de l'océan. Donc on parlait de l'acidification, du réchauffement des océans. Il me semble que pour vous c'est très important. Enfin, vous menez beaucoup d'actions. Pourquoi la haute mer, la sauvegarde de la haute mer, et est-ce que la France a une responsabilité particulière là-dedans? Peut-être d'abord pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit en matière d'adaptation. Comme on a dit, il n'y a pas qu'une solution. De toute façon, c'est une combinaison de solutions à court terme, à moyen et long terme, avec des solutions d'urgence de protection et des solutions aussi qui peuvent aller jusqu'à de la relocalisation. Maintenant, effectivement, chaque territoire a ses particularités. Parfois un littoral qui est essentiel à ses activités économiques, qui peuvent être parfois très peuplés, comme d'autres peuvent l'être moins. Donc les décisions qu'on prend vont être différentes. Finalement, il faut toujours se rappeler que le littoral, c'est bien le lien terre-mer. Et c'est pour ça que pour moi, c'est fondamental qu'on ait aussi ce regard porté sur les enjeux maritimes, côtiers, lagonaires pour nos territoires, en tout cas d'outre-mer, en particulier en Polynésie, et puis bien au-delà des 300 mètres, des 12 000, par rapport aux responsabilités des autorités, qu'elles soient publiques, nationales, territoriales ou locales, et puis bien au-delà de la haute mer. Donc c'est une cohérence finalement d'action d'ensemble pour arriver quelque part à réduire les impacts de ce changement climatique. Et c'est vrai que je tenais aujourd'hui à quand même dire un mot sur l'enjeu océan qui n'est pas détaché de tout ce dont nous parlons. Pourquoi ? Parce qu'on oublie trop souvent, et j'en profite pour remercier la Maison de l'Océan de nous accueillir aujourd'hui, mais l'océan, c'est le premier poumon de la planète. Et ça, on l'oublie. C'est le premier régulateur du climat, c'est 50% de la production d'oxygène. Qui absorbe nos émissions de CO2 responsables du réchauffement Bien sûr. climatique. Et les menaces en termes de pollution ou en termes de surpêche, tout ça a un lien aussi à notre relation à cet espace naturel que l'on sent en zone terrestre ou maritime. Alors c'est vrai qu'en tant que Polynésienne, nous c'est 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, hein. C'est la moitié de la ZE française. Donc finalement, la réflexion elle doit être globale sur nos politiques, à la fois d'atténuation, pour protéger ce qui nous protège aujourd'hui, et en même temps nous adapter à ce qui, malheureusement, arrive déjà. Je rappelle quand même ce rôle fondamental des océans. Mais on parle beaucoup de la montée des eaux. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours le risque climatique, on imagine tout de suite la montée des eaux. Et c'est peut-être une des premières leçons que Virginie Duvat m'a apprise lors de la première fois que je l'ai rencontrée en conférence il y a quelques années, c'est qu'avant que la mer monte, on sera déjà bien impacté par le réchauffement de l'eau, l'acidification de l'eau, la pollution des eaux. Et effectivement, quand on regarde les impacts ensuite en zone littorale, en commençant par nos barrières récifales ou nos barrières de mangroves, qui ont cette capacité à absorber les chocs des houles cycloniques, on voit tout de suite en cascade le cercle vicieux dans lequel on rentre. Donc forcément, bâtir la résilience de nos îles intègre aussi des solutions de protection des océans et de bonne gestion de ces océans, parce que ça a un impact ensuite derrière sur les écosystèmes littoraux. Donc plus ces écosystèmes sont en bonne santé,
plus on aménagera ces zones littorales de façon efficiente, et mieux on rendra nos territoires résilients à ce changement climatique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors oui, nous avons une question notamment, une question peut-être un peu pessimiste. Dans quel délai les habitats côtiers sont-ils menacés de submersion permanente et dans quel territoire? Quelqu'un veut répondre? Virginie Duva? Alors la réponse est nécessairement nuancée, c'est très variable en fait. Je donnais tout à l'heure l'exemple de la zone de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On s'attend à partir de 2030-2040 à des submersions chroniques parce qu'on a des altitudes de moins de 80 cm dans des zones qui ont été remblayées et qui ont donc un sol imperméabilisé et qui sont par là même très sensibles aussi à l'inondation liée aux précipitations. Voilà, zones dans lesquelles le drainage n'est pas satisfaisant. Donc voilà, on a des zones dans lesquelles la situation va commencer à être critique à partir de 2030-2040. Tout dépend effectivement du contexte local. Altitude, modalité d'aménagement, capacité des écosystèmes à répondre. Écoutez, merci encore et bravo. On vous applaudit chaleureusement. Merci. Et merci à Jean Jouzel à distance. On se retrouve dans 5 minutes, cher public, pour notre 4e session de la journée, l'Europe de Brest à Nouméa.